Good evening, bonsoir. Avant de commencer ce soir, veuillez s'appuyer. Il y a des faits saillants qui sont permis ce soir. Le fond de vous, ces options vont apparaître au bas de votre écran, bien que ça peut différer de la façon dont vous nous joignez ce soir. Bonsoir à tous. Avant de commencer la présentation de ce soir, veuillez noter les points suivants qui s'appliquent à ceux qui nous rejoignent en ligne. Certaines fonctions sont activées pour vous ce soir. Pour la plupart d'entre vous, ces options vont apparaître au bas de votre écran, mais cela peut varier en fonction de la façon dont vous regardez cette assemblée. Il y a 3 faits saillants que nous avons mentionnés. Je vais penser pour les répondre en anglais. On va les expliquer en français par après. Le premier, traduction simultanée. L'interprétation de porte-phase sera en français, d'autres parties en anglais. Vous avez l'option d'écouter la réunion dans les 2 langues officielles au fur et à mesure que l'information sera présentée. Mais si vous préférez entendre tout en anglais, grâce aux interprètes en direct, c'est possible. Cliquez sur le bouton Interprétation qui figure à votre écran et choisissez l'anglais. Pendant que vous êtes à ce menu, vous pourrez peut-être choisir fermer l'audio original pour s'assurer que l'information soit claire et facilement compréhensible. De nouveau, pour la plupart de vous, cette option va figurer au bas de votre écran. Bien que de nouveau, ça peut différer basé de la façon dont vous joignez à nous. Le deuxième fait saillant, c'est sous-titrage codé. Cliquez sur le bouton sous-titrage pour enlever le sous-titrage codé de votre écran. Et le troisième fait saillant, c'est soumettre une question. À n'importe quel moment lors de la réunion, vous êtes bienvenu de soumettre vos questions par écrit. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Q&A, questions et réponses, et les questions générales seront placées sur la fiche et la période vers la fin de la réunion. Enfin, notez que l'enregistrement s'affichait sur le site Web dans les jours à venir. Alors, nous aimerions partager avec vous ce soir 3 fonctionnalités. La première, l'interprétation simultanée. Certaines parties de l'Assemblée ce soir seront en français, d'autres en anglais. Vous avez la possibilité d'écouter l'Assemblée dans les 2 langues officielles, comme l'information est présentée. Si vous préférez tout entendre en français, grâce à nos interprètes en direct, c'est possible. Cliquez sur le bouton Interprétation qui apparaît au bas de votre écran et sélectionnez Français. Pendant que vous êtes dans ce menu, vous pouvez également sélectionner Couper l'audio original ou Mute Original Audio pour vous assurer que l'information est claire et facile à entendre. Pour la plupart d'entre vous, cette option apparaît au bas de votre écran, comme je l'ai mentionné, mais cela peut différer. La deuxième fonction, le sous-titrage codé. Cliquez sur le bouton Sous-titrage ou Closed Captioning pour ajouter ou supprimer cette option à n'importe quel moment pendant la rencontre. Et la troisième fonctionnalité, soumettre une question. À tout moment de l'Assemblée, vous pouvez poser des questions par écrit. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Q&A, questions et réponses, et tapez votre question. Les questions d'ordre général seront posées au conseil et au présentateur de ce soir pendant la période de questions et réponses vers la fin de la réunion. Enfin, notez qu'un enregistrement de l'Assemblée de ce soir sera disponible sur le site Web du régime dans les jours à venir. Merci, Liz. Bonsoir, bienvenue à notre 3e assemblée annuelle. Session d'information. Je m'appelle Larry Jamerson, je suis le président du conseil de fiduciaire pour le régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick. Il me fait plaisir que vous ayez pu vous joindre à nous ce soir. Merci d'avoir pris le temps de le faire. Avec moi ce soir, il y a mes fiduciaires et mes observateurs. À ce moment-ci, il y a 10 de nous qui ont été nommés au conseil de fiduciaires, y compris Marcel Larocque, enseignant à la retraite et ex-directeur exécutif à la retraite de la FNB, Jane Garbutt, vice-présidente des opérations coopératives et d'administration à Ocean Capital Investments, basé au Nouveau-Brunswick, Leonard Lee White, sous-ministre adjoint à la retraite du ministère des Finances du Nouveau-Brunswick et du Conseil du Trésor,
Jennifer Morrison, trésorière de l'Université du Nouveau-Brunswick. Amy Murdoch, contrôleur pour la province du Nouveau-Brunswick. Bob Fitzpatrick, enseignant à la retraite, qui a eu des rôles comme président et directeur général de la FNB, NBATF, et Gauthier, directeur de service à FNB. Et nous avons également deux observateurs, Michael Ketchum, enseignant à la retraite et à la retraite pour les services coopératifs aux enseignants à la NBTA, et Kerry Lipke, enseignant, ancien porte-parole en chef et directeur général actuel de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. D'autres biographies pour chacun de nous sont disponibles sur le site web du régime. En tant que moi-même, après plusieurs années d'enseignement et de servir comme directeur d'école, j'ai détenu plusieurs rôles avec la NBTA où j'ai pris ma retraite et récemment de mon rôle en tant que directeur général. Ensemble, nous avons des vécus diversifiés qui renforcent les décisions que le Conseil et sa prise de décision. La moitié de nous a été nommés par la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, alors que d'autres ont été nommés par la province. Nos deux observateurs ont été nommés par la NBTF, la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, et peut assister à nos réunions. Même si nous sommes nommés par la FNB et la province, chacun de nous avons une responsabilité fiduciaire au régime, aux membres du régime, et doit agir dans les meilleurs intérêts du régime et de ses membres. Lorsqu'on est ministre des Affaires de la régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick, si on ne le fait pas, ça peut avoir des mesures disciplinaires, la révocation de notre nomination. Nous avons deux présentateurs qui se joignent à nous ce soir. Ils vont partager les mises à jour du régime avec vous sous peu. Yves Plourde, actuaire et partenaire avec la firme actuarielle indépendante du régime TELUS Santé, TELUS Health, Sean Hewitt, président et PDG de Vescore Inc., le gestionnaire de placement des régimes et le fournisseur de services administratifs. Sean a joint à Vescore au mois d'avril cette année à la retraite de John Sinclair. Cette année, le régime a atteint un jalon spécial. 10 ans depuis que le plan a converti au régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick le 1er juillet 2014. Le but de cette conversion était facile et est resté constante. D'offrir des pensions sécuritaires pour toute une vie aux enseignants à leur retraite, y compris l'inflation, protection contre l'inflation. En tant que conseil, nous continuons de superviser la sécurité du régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick et ses finances, avec l'appui continu de ceux qui travaillent à gérer le régime. Les indicateurs du succès du régime comprennent la capacité d'offrir l'indexation aux membres sur une base annuelle. Une démonstration claire que les stratégies d'investissement stables à faible risque requis par le régime ont apporté des résultats positifs. Je suis vraiment fier des résultats de la dernière décennie où notre régime se trouve aujourd'hui, qui nos présentateurs partageront avec vous en plus de détails ce soir. Avant d'accueillir les présentateurs de ce soir, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler de l'histoire du régime, ce qui a apporté à la réforme, ce qui est arrivé comme résultat et où nous nous trouvons aujourd'hui. Le Nouveau-Brunswick a eu un régime de pension pour les enseignants depuis 1910, près de 115 années. En 1990, le régime de pension des enseignants était sous-financé de l'ordre de 900 millions de dollars et n'était financé qu'à 45 %. À ce moment, une entente a été détenue avec le gouvernement provincial pour s'assurer que la partie non financée soit couverte par des paiements spéciaux, alors que les taux de contribution augmentaient pour les enseignants et les employeurs. Le but objectif, c'est d'avoir un régime pleinement financé en 2017. En 2000, le régime est allé en surplus et a pris du recul à un déficit.
Des paiements supplémentaires ont été repris en 2003, y compris un paiement supplémentaire, avec l'objectif d'être de nouveau pleinement financé en 2017. Pendant des années, les régimes de pension à prestations définies de par le monde connaissaient des pressions croissantes. Ces pressions étaient exceptionnellement inquiétantes et ont commencé à toucher près de chez nous, alors que deux régimes importants du Nouveau-Brunswick ici ont fait faillite, laissant leurs membres avec des pensions réduites ou aucune pension du tout. En 2010, le gouvernement provincial a nommé un groupe d'études sur les pensions avec l'objectif de rendre les pensions sécuritaires, durables et abordables. En 2011-2012, le gouvernement provincial a commencé à promouvoir l'idée de régime à risque partagé. Plusieurs facteurs ont placé le régime de pension des enseignants à risque. Les gens allaient et continuent de vivre plus longtemps et nous connaissons des taux d'intérêt historiquement faibles à ce moment. Les principes comptables changeaient et le gouvernement n'était plus prêt à contribuer plus de 100 millions de dollars annuellement en contributions supplémentaires. Avec l'examen du régime de pension des enseignants s'est déroulé en 2014. Le régime de pension des enseignants avait un niveau de financement de 89,5 %. La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick est devenue convaincue que sans les contributions supplémentaires part du gouvernement, le régime de pension des enseignants était un régime surchargé qui n'était pas durable ni abordable à long terme. Il est très clair que trop était à risque et certains changements au régime devaient être apportés. En travaillant avec nos partenaires, la FNB a établi des objectifs que si une conversion devrait avoir lieu, certaines stipulations du régime devaient être protégées. Ceci comprenait les règles d'admissibilité, d'indexation de la retraite et par position à un âge spécifique comme d'autres risques, régime à risque partagé. Et l'achat des règles de service devait être maintenu. Et des augmentations modestes des contributions et l'impact devait être raisonnable pour les enseignants. Sur cela, les parties impliquées, le gouvernement provincial et la FNB, ont consenti à la conception du régime, les taux de contribution, la gouvernance et les ajustements au mélange des actifs en mars 2014. Au 1er juillet, le régime était converti la loi sur le régime de pension des enseignants à régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick. Alors, la conception du plan a porté à certains changements tels différents taux d'indexation pour les membres actifs par opposition sur la retraite, des ajustements à la formule d'âge de la retraite pour le service à venir, les taux de contribution et une nouvelle structure de gouvernance conjointe des fiduciaires. Les résultats globaux ont été vraiment positifs. Aujourd'hui, notre régime est pleinement financé avec un financement excédentaire pour nous protéger par des périodes économiques plus difficiles, y compris les périodes récentes d'inflation élevée et des marchés financiers volatiles. Notre régime a offert l'indexation aux membres à chaque année sans avoir un impact sur le statut de financement. Il s'agit de résultats positifs, plus particulièrement quand on considère que la somme de nos pairs, le somme des régimes de nos pairs n'ont pas d'indexation et dans plusieurs cas ne sont pas pleinement financés et restent à risque. Comme nos présenteurs qui se joignent à nous ce soir, je vous invite de porter une attention spéciale au statut de financement du régime, de l'historique de notre indexation et comment ça a un impact sur les membres actifs et retraités et les résultats financiers du régime. Vous aurez également l'occasion d'en apprendre plus au sujet des ressources qui vous sont disponibles en tant que membre du régime.
Alors, sans autre retard, fait plaisir d'accueillir Yves Claude, qui parlera sur le certificat de coût le plus récent du régime. Et l'actuaire effectue un examen annuellement du régime et un rapport d'évaluation actuarielle tous les 3 ans et le certificat de coût entre ces périodes. Ces rapports sont très importants pour nous en tant que conseil. Les résultats aident à guider nos décisions et ils offrent un aperçu de la santé financière du régime. Et il va nous parler au certificat de coût le plus récent ce soir. Avant qu'Yves commence, un petit rappel pour fixer votre langage préféré en utilisant le bouton Interprétation qui figure sur votre écran. Cliquez sur Interprétation et cliquez sur la langue que vous désirez entendre la présentation. Je vais vous donner quelques moments pour le faire. Merci. Yves, tu as la parole. Bon, merci beaucoup, Larry. Je vais commencer ma présentation en anglais et à mi-chemin, je vais tenter de passer au français. Je m'appelle Yves Claude. Je suis actuaire avec TELUS Santé, TELUS Health, était connu comme LifeWorks et Mondo Chapelle avant cela. Notre compagnie a changé à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années, mais nous sommes toujours la même équipe ici à Fredericton, offrir le même service actuariel de qualité à votre conseil de fiduciaire. C'est un plaisir ce soir de vous faire passer un résumé de la position financière dans votre régime, du régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick. Je vais commencer avec un résumé rapide des membres du régime, réviser l'évolution des actifs et la responsabilité de l'actif au cours des années, discuter des positions financières, non seulement au 31 décembre 2023, mais pendant le passé récent, et de passer en revue comment la position financière du régime a été touchée par le taux d'inflation que nous avons tous connu ou souffert. Ensuite, je vais réviser les amorces ou les actions en vertu de la politique du financement que le régime soit en déficit ou en surplus. Et je terminerai ma présentation avec le résultat des tests de gestion des risques et je vais offrir de l'information sur les ajustements d'indexation ou le COLA qui est accordé en vertu du régime au 1er janvier 2025. Mais premièrement, on va commencer avec les membres. Le nombre de membres actifs démontré par la barre orange, après s'être stabilisé sur 2019 et 2021 à environ 8 500, a augmenté maintenant depuis quelques années pour atteindre plus de 9 200 employés actifs. De l'autre côté, le nombre de retraités, montré par la barre en bleu, a augmenté lentement au cours de quelques années au fur et à mesure que les baby boomers ont pris leur retraite. Le régime est juste au cours de 9 900 retraités à ce moment-ci. Depuis plusieurs années, la proportion des membres en retraite comparativement aux membres actifs a augmenté constamment. Cependant, nous avons vu une stabilisation de cette proportion depuis quelques années et on s'attend que la proportion des retraités aux membres actifs restera assez stable ou même réduite si le nombre de membres actifs continue après 2 dernières années. C'est sain pour un plan de voir le nombre actif augmenter parce que ça ralentit la maturation du régime qui, à son tour, réduit le risque général associé à offrir des prestations. Sur le côté des actifs, le régime démontré par les barres en vert s'est augmenté grandement depuis 2013, d'environ 4,6 milliards à ce moment-là, à son plus élevé à plus de 7 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Après une réduction d'actifs en 2022, ça a maintenant augmenté de nouveau à plus de 6,8 milliards de dollars au 31 décembre 2023. L'année 2022
était particulièrement difficile dû à l'impact d'inflation élevée et des taux d'intérêt qui croissaient constamment, qui plaçaient des pressions négatives sur le retour d'investissement sur le régime de pension. Cependant, nous avons vu 2023 offrir des résultats plus positifs avec un retour 2023 de 6,39 %. Ce retour a permis au régime de pension de croître de nouveau après une année difficile en 2022. Maintenant, afin de pouvoir déterminer la position financière du régime, il faut comparer les actifs du régime à son passif. Le passif du régime, c'est une représentation du montant d'argent que nous croyons devrait être au fond au moment de l'évaluation afin de payer tous les avantages que les membres ont accumulés jusqu'à la date de l'évaluation. Afin de faire le calcul du passif, étant les barres en rouge sur le graphique, il faut faire plusieurs hypothèses au sujet de l'avenir. Une des choses, c'est le taux d'escompte que nous plaçons pour placer une valeur sur votre régime de pension. Ce taux représente un estimé à long terme des retours d'investissement prévus pour l'avenir. Et c'est utilisé pour escompter aujourd'hui tout paiement de prestations du régime de pension. Nous utilisons un taux d'escompte de 6,25 % par année pour le régime. Et cette hypothèse, c'est un chiffre conservateur de ce que nous croyons que le plan peut gagner d'ici les 20 à 25 années. Vu le niveau de taux d'intérêt à l'heure actuelle et les retours sur l'investissement pour l'avenir. Vu que l'hypothèse est conservatrice, nous croyons que le fonds peut gagner des taux un peu plus élevés que le taux d'escompte à long terme. Comme vous pouvez voir, le passif passé de 6,5 milliards en 2013 à plus de 5,9 milliards au 31 décembre 2023. Si vous portez attention à côté des bases avec le temps sur ce tableau, vous pouvez remarquer que les actifs ont augmenté plus rapidement que le passif sur une période de 8 ans, terminant au 31 décembre 2021. Quand les actifs et le passif étaient à peu près égaux en 2013 et à la fin de 2021, l'actif est beaucoup plus élevé que le passif. Cette période de temps nous a permis de bâtir un surplus au régime qui a pu absorber la baisse de l'année 2022, qui a entraîné une position financière au 31 décembre 2022 qui était toujours simple. Bien que le perdu d'une valeur en 2022, c'était également contré par une réduction dans le passif. Avec un retour d'investissement pour 2023, le régime continue dans l'actif et le passif et ça démontre qu'au 31 décembre 2023, la plus haute position de surplus depuis sa forme en 2013, environ 909 millions de dollars. Une autre façon de montrer les résultats, c'est de calculer le coefficient de capitalisation du régime. Essentiellement, c'est les actifs du régime divisés par le passif. Cette division vous donne le coefficient de capitalisation du régime. Comme vous pouvez voir dans ce graphique, ce coefficient est resté au-dessus de 100 % depuis le passé récent. Il signifie que nous croyons qu'il y a suffisamment d'actifs au régime pour offrir toutes les prestations payables pour la vie des membres actifs et des membres à la retraite. Le coefficient de capitalisation a augmenté d'un niveau de 100,2 % au mois de décembre 2013 à 106,5 au 31 décembre 2020. Cette période comprend le début de la pandémie qui a commencé en mars 2020. Les marchés financiers à ce moment-là ont pris une retraite de façon sans précédent. On avait un bas à la fin mars 2020 qui a réduit le coefficient de capitalisation à 109 % à ce moment-là. Cependant, les marchés financiers ont rebondi presque aussi rapidement qu'ils avaient baissé et au 31 décembre 2020, tel que montré sur ce graphique, le coefficient de capitalisation a augmenté à 106,5 %, à peu près la moyenne des 6 années précédentes.
vu le bon rendement de 2021, le coefficient de capitalisation a augmenté de 106,5 au 31 décembre 2020 à 111,9 au 31 décembre 2021. Ceci m'apporte à l'année 2022. Et comme vous vous rappelez peut-être, l'année 2022 est également une période instable pour les marchés. Nous continuons d'endurer les effets d'une pandémie qui causait toujours de grands dérangements dans certaines parties du monde. Nous avons vécu des dérangements sérieux à la chaîne d'approvisionnement. Les prix du pétrole restent élevés. Et pour compliquer la situation, la Russie a envahi l'Ukraine en 2022. Tout cela a causé de l'incertitude dans le marché et ça a causé un niveau d'inflation pas vu depuis des décennies, accompagné d'augmentation des taux d'intérêt selon différentes banques, différentes banques pour lutter contre cela. Néanmoins, le régime a trouvé l'année 2022 avec un coefficient de capitalisation de 113,2 %. Maintenant, pour l'année actuelle, vous pouvez voir qu'au 31 décembre 2023, le coefficient de capitalisation a mouvé plus élevé en arrivant à un plus haut de 115,3 % sur 2023. Un retour d'investissement de 6,39 %, un peu plus élevé que le taux de capitalisation de 6,25 %, qui a continué de pousser le coefficient de capitalisation plus élevé. Le régime continue d'être dans une position financière très saine, par toute mesure, tout en restant dans une très bonne position financière. Le régime a offert des montants sans précédent d'indexation des prestations ou le COLA aux membres actifs et aux membres à la retraite. En effet, depuis 2 ans, le régime a offert le coût de coefficient de 100 % et 7,12 % aux membres à la retraite. Ceci, ça représente plus de COLA depuis 2 ans que la somme de tous les coûts, justement, du coût de la vie dans les 5 années précédentes. C'est intéressant de noter sur le graphique que bien que l'inflation a augmenté depuis quelques années, le bon travail des années précédentes ont permis au régime de s'améliorer sa position de financement ou coefficient de capitalisation tout en augmentant les coûts de la vie. Malgré quelques baisses dans le marché, avec le temps, vos prestations deviennent plus sécuritaires car le coefficient de capitalisation accumulé est dans des tampons plus croissants à plus de 100 %. Qui est plus. Maintenant, il semble que la bataille contre l'inflation continue à porter fruit. Et chaque mois, les Statistiques Canada publient les taux d'inflation en 2024. Jusqu'à maintenant, le taux de coefficient a été de moins de 3 % qu'on n'a pas vu depuis le début de 2021. En effet, ce dernier chiffre publié pour le mois d'août 2024, l'inflation se chiffre à 2 %, essentiellement qui atteint le taux de cible de la Banque du Canada pour la première fois depuis 3 ans et demi. Et certainement, j'espère que ce retour à l'aspect normal de perspective va continuer parce que l'inflation élevée nous nuit à nous tous. Je vais changer vers le français maintenant. Prenons maintenant nos jumelles et regardons vers l'avenir. Supposons que nous avons des jumelles qui regardent vers l'avenir. Dans le monde actuariel, ces jumelles s'appellent une analyse stochastique. Et nous en effectuons une tous les 3 ans pour les fiduciaires. Cette analyse révèle que nous pouvons nous attendre à ce que la trajectoire en hausse du ratio de capitalisation du régime se poursuivra à l'avenir, comme ce fut le cas au cours de la période de 2013 à 2023. Encore une fois, il y aura des obstacles sur la route, comme on peut s'y attendre, mais vous pouvez être assuré qu'avec un ratio de capitalisation d'environ 115 % comme point de départ à partir d'aujourd'hui, votre régime continue de maintenir une marge importante au-dessus de 100 %. Et
est donc prêt à faire face aux diverses incertitudes et volatilités du marché qui pourraient survenir, tout comme il a fait face à la menace de l'inflation au cours des 2 ou 3 dernières années. Parlons maintenant des 3 zones colorées de ce graphique. Les fiduciaires doivent s'assurer qu'une évaluation actuarielle du régime soit complétée au moins tous les 3 ans et qu'un certificat de coût soit complété pour les années qui séparent 2 évaluations actuarielles. À chaque année, les fiduciaires doivent déterminer si une action est nécessaire suite aux résultats des évaluations actuarielles ou certificats de coût. La politique de financement du régime énumère plusieurs actions que les fiduciaires doivent ou peuvent prendre selon le ratio de capitalisation du régime. On peut séparer le type d'action en 3 catégories qui dépendent du niveau du ratio de capitalisation du régime. Comme vous pouvez le constater, le graphique présente 3 sections de couleurs différentes. Si le ratio de capitalisation se retrouve dans la section en rouge, les fiduciaires devront adopter des modifications au régime qui vont ramener le ratio dans la section verte du graphique. Lorsque le ratio de capitalisation du régime est dans la section verte, aucune action particulière des fiduciaires n'est nécessaire puisque le régime se comporte tel que prévu. Et finalement, lorsque le ratio de capitalisation du régime se retrouve dans la section gris-bleu, certaines actions favorables aux participants peuvent être adoptées par les fiduciaires, étant donné la bonne situation financière du régime. Comme le graphique le montre, depuis 2013, le régime s'est toujours retrouvé dans la section verte du graphique, ce qui montre que le régime se maintient tel que prévu, même durant les périodes de grande volatilité que nous avons connues. Revoyons plus en détail les actions qui doivent être adoptées par les fiduciaires selon les 3 sections du graphique. La section rouge au bas représente les actions des fiduciaires si le ratio de capitalisation du régime devait tomber en dessous d'environ 92 % en moyenne pour 3 années consécutives. Dans ce cas, les fiduciaires devront augmenter en premier lieu les cotisations au régime jusqu'à concurrence de 3 % du salaire, partagées de façon égale entre les participants et l'employeur. Si cette mesure n'est pas suffisante pour ramener le ratio de capitalisation au-dessus de 100 % sur les 15 prochaines années, les rajustements au coût de la vie futur devront être réduits ou pourraient être éliminés dans les cas extrêmes de chute prolongée des marchés financiers. Finalement, une réduction des bénéfices est toujours possible, mais seulement en dernier ressort. Un scénario de dépression économique similaire à celui de la Grande Dépression des années 30 est le seul scénario des derniers 100 ans qui aurait pu causer une réduction des bénéfices payables du régime. En fait, nous estimons la probabilité d'avoir à réduire les bénéfices dans les 20 prochaines années à 0,1 %, soit bien en dessous de 1 %. Passons maintenant à la section mitoyenne colorée en vert, qui représente un ratio de capitalisation se situant entre 92 % et 115 %. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons présentement et la situation qui a prévalu depuis 2013. Dans cette situation, s'il y avait eu des réductions de bénéfices par le passé, ces réductions auraient pu être restaurées. Mais puisqu'il n'y a eu aucune réduction de bénéfices après l'instauration des nouvelles dispositions du régime au 1er juillet 2014, aucune restauration n'a été nécessaire. Aussi, lorsque nous nous retrouvons dans la section verte, les rajustements au coût de la vie peuvent être accordés automatiquement. Il n'y a donc aucune action nécessaire des fiduciaires pour changer les bénéfices ou les cotisations. Le régime fonctionne comme prévu. Au haut du graphique, on retrouve la 3e section, soit la section gris-bleu, qui est atteinte lorsque le ratio de capitalisation du régime excède 115 %. Au-dessus de 115 %, des réductions de cotisations jusqu'à 3 % du salaire, partagées également entre les participants et l'employeur, pourront être adoptées. Lorsque le régime passe au-dessus de 120 %, les fiduciaires
pourront proposer des changements aux prestations du régime selon des règles établies dans la politique de financement. Des mesures de gestion des risques additionnels devront également être adoptées. Le ratio de capitalisation du régime au 31 décembre 2023 a maintenant augmenté à un niveau qui dépasse 115 %, soit 115,3 %, comme le montre une diapositive précédente. Cependant, au fin de l'application de la politique de financement, la date importante pour mesurer la situation financière du régime est en fait le 31 août. Le 31 août est la date de fin d'année du régime et c'est la date à laquelle la situation financière doit être établie pour déterminer si les fiduciaires doivent agir en vertu de la politique de financement. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, à un ratio de capitalisation de 115 %, les participants actifs et l'employeur peuvent bénéficier d'une réduction totale des cotisations de 3 % du salaire, partagée également à raison de 1,5 % du salaire chacun. Au 31 août 2023, le ratio de capitalisation a été établi à 113 %, donc toujours en dessous de ce seuil de 115 %. Au 31 août 2024, la situation financière n'a pas encore été établie. Toutefois, les fiduciaires ont demandé qu'une évaluation actuarielle complète soit effectuée à cette date, afin de garantir que les informations les plus précises soient disponibles pour déterminer si une réduction des cotisations doit être appliquée. Les résultats de cette évaluation actuarielle seront disponibles au printemps 2025 et les fiduciaires communiqueront les résultats à toutes les parties peu de temps après, avec les implications qu'ils pourraient avoir sur les niveaux de taux de cotisation. Toute réduction du taux de cotisation, si c'est le cas, débuterait 1 an après la date de l'évaluation, soit le 31 août 2025. Parlons maintenant brièvement du test de gestion des risques. Ce test consiste à calculer la probabilité que les prestations de base du régime ne seront pas réduites au cours des 20 prochaines années. Ce test est effectué lors de l'évaluation actuarielle complète du régime à tous les 3 ans. La dernière évaluation actuarielle du régime a été effectuée au 31 août 2022 et à ce moment-là, le test de gestion des risques s'élevait à 99,9 %, ce qui veut dire que dans 99,9 % des cas étudiés, les fiduciaires n'ont pas à réduire les bénéfices de base du régime dans les 20 prochaines années. Ce score excède le niveau de 97,5 % selon la loi des prestations de pension. Puisque le régime satisfait à ce critère, vous pouvez être assuré que vos prestations sont très sécuritaires. Je vais maintenant terminer ma présentation en abordant le rajustement au coût de la vie accordé par le régime au 1er janvier 2025. Chaque année, dans la mesure où le régime maintient un ratio de capitalisation au-dessus d'environ 90 %, un rajustement au coût de la vie sera accordé. Le rajustement est basé sur la hausse de l'indice des prix à la consommation, qui est une mesure de l'inflation au Canada. Il est calculé par Statistique Canada et, selon le régime, est sujet à un plafond de 4,75 %. Le rajustement accordé au 1er janvier 2025 est basé sur la hausse de l'IPC pour l'année se terminant le 30 juin 2024. Et durant cette période, Statistique Canada a calculé une inflation moyenne de 3,11 %. Cette année, l'inflation ne dépasse pas le plafond de 4,75 % prévu par le régime. Étant donné que l'inflation n'a pas dépassé le plafond pour cette année, la pleine inflation sera utilisée pour calculer le rajustement au coût de la vie. Selon les dispositions du régime, les participants actifs vont recevoir le plein montant de l'inflation appliqué sur leur pension accumulée au régime et les retraités et survivants vont recevoir 75 % de l'inflation. Pour les participants actifs, ceci représente un rajustement au coût de la vie de 3,11 % et pour les retraités et survivants, un rajustement au coût de la vie de 2,33 % à partir du 1er janvier
2025. Finalement, j'aimerais réitérer que le régime pourra continuer d'accorder des rajustements au coût de la vie dans le futur à condition que le ratio de capitalisation du régime demeure au-dessus d'environ 90 %. Même au plus bas du repli des marchés financiers à la fin du mois de mars 2020 et pendant le recul des marchés financiers de 2022, le ratio de capitalisation est demeuré au-dessus de 100 %. Ceci vous indique que vos rajustements au coût de la vie des dernières années n'ont jamais été en danger et nous estimons que le régime sera en mesure de continuer à fournir des rajustements au coût de la vie pendant de nombreuses années à venir. J'espère que vous aurez trouvé les informations fournies intéressantes et utiles et qu'elles vous ont permis de mieux comprendre la résilience de votre régime face à l'adversité des marchés. Je vous remercie de votre attention et je demeurerai disponible pour la période de questions. Larry, je te retourne le micro. Merci bien, nous avons un problème technique que nous traitons en arrière-plan, mais on va continuer d'aller de l'avant. Je ne crois pas que ça touche votre capacité de participer à cette réunion. Ensuite, on va avoir une présentation de VESCOR, le gestionnaire et le service administratif qui nous offre des mises à jour de ces domaines clés. C'est le nouveau président et PDG, Sean Hewitt. Bienvenue, Sean. Merci, Larry, et bonne soirée, tout le monde. Merci à tous d'être joints à nous aujourd'hui et de me faire entière accueillir comme nouvel arrivant à cette belle province. J'ai environ 6 mois ici comme président et PDG de VESCOR et environ 7 mois comme résident du Nouveau-Brunswick. Et bien que je suis relativement nouveau à VESCOR, je connais depuis un certain temps par l'industrie de régime de pension et d'investissement. VESCOR est connu comme étant un chef d'industrie et un fort défenseur pour les meilleures pratiques de gouvernance et la gestion des risques. Et dans mon rôle précédent, j'ai été confronté avec un problème intéressant. Je me tournais vers l'équipe VESCOR pour le leadership. VESCOR continue d'être appuyé par une équipe de leadership très forte au sein de notre administration des pensions et des investissements coopératifs et d'investissement. C'est un honneur pour moi de vous représenter tous aujourd'hui en tant que représentant de votre administrateur de pension et gestionnaire d'investissement. On voit que les diapos, on peut passer à la prochaine diapo. Peut-être un peu à savoir qui nous sommes à VESCOR. Nous sommes 150 professionnels et plus, tous se trouvant tous ici même à Fredericton, Nouveau-Brunswick. Et des pensions, administrateurs de pension. Et le plus important, nous sommes les plus importants gestionnaires de placement au Canada Atlantique. Nous sommes également le plus grand administrateur au Canada Atlantique également. Pour passer à la prochaine diapo, nous avons été créés en 2016 par l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, mais nous sommes indépendants et à but non lucratif dans notre conception. Nous sommes détenus conjointement par votre régime de pension et le régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick. Et nous sommes indépendants du gouvernement. Ce qui est important, c'est que nous sommes réglementés et supervisés en tant que gestionnaire de fonds et gestionnaire de portefeuille par la Commission des services des consommateurs financiers au Nouveau-Brunswick. Et nous sommes engagés à desservir nos clients et leurs membres. VESCOR, environ 21 milliards de dollars en actifs sous gestion à la fin 2023, lesquels le régime de pension des enseignants fait partie importante avec un actif de 6,8 millions à la fin 2023. C'est 8 milliards, dis-je. Nous desservons 111 000 membres de régime de pension avec près de 20 000 de ceux-ci étant des enseignants actifs et à la retraite. Un peu plus de détails dans les placements. Il y a 4 chiffres que je vais vous présenter. Le régime de pension des enseignants est 6,8 milliards à la fin de l'année dernière, qui est le résultat d'une croissance de 10 ans d'environ 2 milliards depuis les 10 dernières années. Et cette croissance a été appuyée par un retour égalisant 6,39 % qui dépasse notre taux d'actualisation qui est important
pour la sécurité des retraites et d'offrir des coûts de vie, de l'augmentation du coût de la vie. 0,14 c'est le coût pour offrir les placements, les gestionnaires de placements rentables. Et comme les banques qui chargent beaucoup plus, et notre proportion, c'est un des plus efficaces financièrement au Canada. Et voilà ce qui fait le modèle VESCOR un peu différent. C'est que nous ne sommes pas à profit, nous se concentrons sur la croissance pour nos clients. Et pour chaque 100 $ d'investi, les coûts de VESCOR totalisent 14 cents. Et voici, c'est environ 0,2 ou 20 points de base par année plus bas que la médiane au Canada de dimension semblable. Ceci est très important. Basé sur les 0,2 ça veut dire que plus de 13 millions est épargné en frais annuels pour le régime de pension des enseignants. Ça représente des centaines de pensions qui peuvent être financées par ces épargnes. Voici un portrait des retours d'investissement pour le régime et j'ai une mise à jour ici jusqu'au 30 juin de cette année. Cette année, jusqu'au 30 juin, on a eu un retour sur les investissements qui est légèrement plus haut que 5 qui est juste en dessous de la cible. Sur la période terminant le 30 juin cette année, on a gagné 9 de retour. Les 12 derniers mois ont été caractérisés par des retours plus élevés à cause des bons marchés d'équité. Sur d'autres périodes, on a gagné des retours annualisés à 6,35 sur une période de 4 ans et 6,6 depuis la conversion en 2014, alors qui ont surperformé les collègues. Alors, c'est activement géré par l'équipe ici sur le leadership de notre John Spinney. Cette surperformance est au-dessus des points de repère et la moyenne est 700 millions de retours nets au-dessus des dépenses. Maintenant, concentrons sur le domaine d'administration des pensions qui est géré par Marilyn McConnell. Et 5 clés que je toucherai dessus. L'administration des pensions s'occupe de l'administration quotidienne. Ils sont responsables pour fournir aux membres des estimations de pension, des options de retraite et d'établir quelqu'un pour la retraite. Les services aux membres fournissent du soutien aux membres actifs et retirés et les bénéficiaires et employeurs. Vous pouvez rejoindre cette équipe 5 jours sur semaine pour toute question que vous avez. On vous fournira les chiffres plus tard. L'équipe de communication gère le site web et crée des bulletins de nouvelles. Notre service de soutien au conseil fournit des gouvernances, meilleures pratiques de gouvernance et l'expertise au conseil de fiduciaire et les services administratifs soutiennent le régime avec la comptabilité et des fonctions d'auditeur, entre autres. Et en plus profondément de quelques chiffres dans l'administration du régime depuis 10 ans, plus de 3000 ont pris leur retraite et ont commencé à retirer leur retraite à vie durant qui est indexée selon les plans. Et il y a plus, en 2023, il y a plus de toutes les rencontres en personne, par téléphone ou par courriel. Ces 3600 membres contacts, ça a donné lieu à 2300 demandes d'estimation de retraite, achat de services et autres. Pour plus important, si vous avez interagi avec un membre de cette équipe, vous auriez reçu un court sondage où on est ravi de rapporter qu'un taux de satisfaction de 95 les coûts par membre demeurent bas à 108 $ par membre. Ça compare favorable lorsqu'on compare avec des groupes de pairs à l'échelle nationale. Si vous voulez plus d'informations sur votre régime de pension, y compris la planification de retraite, l'information additionnelle pour nos approches d'investissement, veuillez vous sentir libre de visiter notre site web qui est affiché à l'écran, nbtp.vescore.org.
Et on a aussi la page en français, comme vous voyez à l'écran. Les rapports sont donnés annuellement et on pourra partager le troisième rapport annuel plus tard cette année. Alors, soyez à l'écoute pour ça. Et peut-être pour terminer, en sommaire, on a une ressource disponible. On a des bonnes équipes qui sont basées ici au Nouveau-Brunswick. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à créer. On a donné la liste des numéros de contact et ce sont des conseillers qui donnent confiance et qui s'engagent à les conseillers de confiance pour votre conseil des fiduciaires et fournir des ressources notamment pour le RPENB. Merci beaucoup. Je serai là pour répondre à toutes questions que vous pourriez avoir. Je remets la parole à toi, Larry. Merci. Merci, Sean. Bienvenue à Vescore et dans notre plan et bienvenue au Nouveau-Brunswick. Ceci termine nos présentations formelles pour ce soir. Il y a trois choses que vous pouvez capter pour ce soir. Ce serait le régime est bien financé et est dans une position financière très saine. Vous devriez être fiers et rassurés que les résultats, avec les résultats présentés ce soir, le régime continue d'être viable, sécurisé et abordable pour vous, ses membres. Et ça continue d'être géré avec ça en tête par votre conseil de fiduciaire et les fournisseurs du régime. Et si vous avez des questions, finalement, n'hésitez pas à contacter Vescore pour des réponses. L'équipe de service aux membres, c'est une ressource qui est disponible 5 jours sur semaine, par téléphone, par courriel ou par des visites sur le site. Visitez votre site web pour plus d'informations également et n'oubliez pas l'importance du soutien de l'équipe de mieux-être à NBTA et à EFNB. Les ressources sont disponibles pour vous, que vous soyez enseignant actif ou à la retraite. On va maintenant passer à notre période de questions-réponses qui sera animée par Elizabeth McLeave, directrice des communications avec Vescore. Merci, Larry. Hello, bonsoir tout le monde. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir pour cette période de questions et réponses. Comme Larry l'a mentionné plus tôt, je m'appelle Elizabeth McLeave et je suis la directrice des communications chez Vescore. Si vous avez des questions à poser à votre conseil des fiduciaires ou les présentateurs qui sont avec nous ce soir, veuillez les soumettre en cliquant sur le bouton « Questions et réponses » qui apparaît à l'écran. En outre, plusieurs participants ont posé des questions en ligne avant l'assemblée de ce soir, alors nous répondrons à ces questions aussi. Et puis, un rappel qu'un enregistrement de la rencontre sera sur le site web après l'assemblée. Alors, une première question qui a été envoyée au conseil à l'avance de la rencontre. On a reçu trois questions autour de ce sujet-ci. Le coût de la vie comme index dépasse la limite maximale sur le régime. Alors, le 75 de la retraite à pension devrait être augmenté. S'il y a quelque chose qui est possible, est-ce que vous vous y êtes penché? Une question semblable. Est-ce que, Larry, je vais transmettre la question à toi pour répondre. Merci, Liz. Deux choses que je dirais. Premièrement, j'ai vu dans une des questions que d'autres régimes de pension fournissent des taux de coût de la vie plus élevés. Je mentionne à tout le monde que les régimes de pension ne sont pas tous pareils. En fait, le régime de pension des enseignants fournit l'opportunité pour une retraite active et une pension non réduite que n'importe quel autre régime de pension avec le système d'âge-service index. Deuxièmement, le 75 d'indexation pour les retraités était une partie importante de pouvoir convertir ce régime-ci afin qu'il puisse demeurer semblable, mais arriver avant pour les enseignants futurs et les retraités futurs.
L'indexation est l'élément le plus dispendieux dans un régime de pension. Et sans cela, le régime n'aurait pas pu être converti comme il l'est aujourd'hui. Les fiduciaires se sont penchés et ont présenté aux partis en cause, le gouvernement et la Fédération des enseignants, la possibilité d'élaborer une disposition de rattrapage afin que lorsque l'indexation arrive à un plafond, et le coût de la vie est plus élevé que ce plafond, alors dans les années où le coût de la vie est en dessous du plafond, on peut se permettre d'avoir une indexation additionnelle aux membres du plan, si ce serait possible. Et les fiduciaires considèrent cet enjeu et n'ont pas pris de décision pour l'avenir. Je note finalement qu'un tel changement exigerait une modification législative puisque ça fait partie de la loi qui a créé le régime. J'espère que ça aide à répondre à cette question. Merci, Larry. Est-ce que le bâtiment est pleinement loué dans lequel vous travaillez? Vous pouvez répondre à cette question, Sean. Je m'excuse, j'ai manqué cela. Pourriez-vous répéter? Oui, le bâtiment où vous travaillez, est-ce qu'elle est louée pleinement à ce moment-ci? Nous avons une propriété, un intérêt de propriété dans le bâtiment qui fait partie de nos immobiliers. Et on a 15 d'intérêt et le bâtiment est presque tout loué. Il y a un espace de bureau medium au premier étage et un très petit espace au cinquième. Mais à part cela, on a réussi à louer à de gros locataires depuis 18 mois et le bâtiment est presque prêt à être complètement loué. Merci, Sean. La question qui est soumise à l'avance de la réunion de ce soir, le régime de pension a commencé en septembre de 1999. Après que ça a commencé, est-ce que c'est gardé au pas avec l'inflation? Combien à côté de la marque sommes-nous rendus? Ce serait mieux pour Yves à répondre à la question. Oui, merci, Liz. Le régime de pension des enseignants a reçu d'indexation ou le COLA à chaque année, foncièrement pendant longtemps. Entre la période de 99 jusqu'à la réforme du 1er juillet 2014, ils auraient reçu la pleine inflation. Alors, vous seriez pleinement couvert là. Pour la période de 2014 jusqu'à aujourd'hui, la formule a changé et la protection d'inflation est à 75 de l'inflation et le régime a été en mesure de fournir 75 de l'inflation telle que prévue par le régime depuis 2014, excepté pour 2 ans. Les dernières 2 années, du 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2023, où l'inflation est à plus de 5,5 le régime a frappé le plafonnement de 4,75 et donc, vous avez manqué à peu près 0,75 par année pour les membres actifs et 75 donc 0,6 par année pour 2 ans, un total de 1,2 n'a pas été donné. Et comme Larry y a fait allusion, les fiduciaires sont en train de travailler là-dessus avec les partis pour essayer de fournir ce volet manquant à une date future. Merci, Yves. Une question qui a été soumise ce soir en direct. Une question que je vais poser à Sean. Est-ce que le régime a une politique d'investissement vert? Merci, Liz. Oui, nous avons 2 documents clés. Un, c'est que les lignes directrices
d'investissement responsable qui s'assure qu'on a la durabilité, l'objectif et de chaque équipe de placement dans les programmes qu'il gère. En plus, Vescore publie également notre rapport de placement responsable. Le troisième rapport d'investissement est dû plus tard cette année. Mais encore plus important, ça inclut des analyses qui sont constantes à aller aux recommandations du groupe de travail sur les divulgations sur les changements climatiques. Ce rapport contrôle les émissions de carbone pour tout le portefeuille et ça démontre qu'année après année, les changements dans les émissions de carbone. Donc, surveiller pour le troisième rapport d'investissement responsable. Si vous regardez à notre site web, celui de l'an dernier est là qui couvre la période avant 2023. Merci, Sean. Une autre question qui a été soumise à l'avance de la réunion de ce soir, question que je vais te poser à toi, Larry. J'ai entendu qu'il y en a qui ont vu leur pension ajustée, ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu. Comment est-ce que c'est arrivé et comment ça peut être évité? Merci, Liz. Lorsque le régime a été converti, il y avait une section d'inclus qui a été connue comme étant la section 5.6 qui disait essentiellement que personne pouvait bénéficier des changements au plan à une plus grande étendue que si les changements n'avaient pas eu lieu. Avec le temps, avec des augmentations salariales qui se tenaient pas au pas avec l'inflation, ceci est devenu un facteur qui a causé les pensions comme étant plus basses qu'elles l'auraient été autrement. La question également, je pense, pourrait référer aux estimations qui furent faites par les associations avec le temps et qui tendaient à être un petit peu plus élevées qu'elles auraient fournies avec l'application de la section 5.6. Les associations ont arrêté d'utiliser cet imprimé à cause des complications à fournir des estimations précises et le printemps dernier, les fiduciaires ont présenté au parti une proposition d'enlever la section 5.6 en considération du calcul des pensions. J'étais ravi d'informer les membres en juin dernier que les partis s'étaient entendus à enlever l'article 5.6 de considération dont le calcul des pensions depuis juin, c'est maintenant calculé en se basant sur le régime tel qu'il existe présentement. Donc, on devrait pouvoir éviter l'enjeu d'une estimation qui est plus élevée que ce qu'une personne reçoit dans les énoncés de retraite. Merci, Larry. Prochaine question serait pour Sean. Est-ce qu'on investit dans Bitcoin? Est-ce qu'il y a des stocks qui sont liés au Chainlink? On n'investit pas dans des Bitcoins ou d'autres groupes des crypto-devises, mais on a impliqué une équité dans la technologie reliée à ces services de devises. Et chose importante, nos portefeuilles d'infrastructure, on a des centres de données qui est une industrie en forte croissance, alors que plus de données sont téléchargées sur ces secteurs. Ça fait partie ben non, on n'investit pas dans les bitcoins ou d'autres devises cyberdevises. Merci, Sean. Une question pour Larry. Quel est l'impact dans notre régime sur la prolongation du tableau? Quel est l'impact sur notre régime de pension du prolongement de la règle des 80 jours jusqu'en 2026? Je pense que j'ai compris ce que Liz disait. La question au sujet de l'impact
la limite de 80 jours pour les retraités pour faire de la suppléance. Et je ne suis pas un actuaire, mais je pense que l'actuaire suggérerait que les nombres sont tellement petits que ça n'aurait pas un impact matériel sur le régime comme tel. La raison que les partis ont consenti à suspendre cette disposition est reliée directement à la pénurie d'enseignants et enseignantes qui existe dans la province et on aimerait tous avoir des jeunes enseignants et enseignantes et qui sont disponibles pour remplir ces postes, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais je pense que, et je ne veux pas parler pour lui, mais je pense ce qu'il dirait, c'est que ces chiffres sont tellement minimes que ça n'a pas d'impact matériel sur le régime. Vous avez raison, Larry. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à vous avez raison dans vos commentaires. Merci à vous deux. La prochaine question pour Sean, que ça a été envoyé avant la réunion. Est-ce qu'il est toujours possible d'avoir un crédit dans un pays du Commonwealth ou une autre province canadienne? C'est possible, oui, mais ça dépend sur l'existence de quelqu'un d'une entente de transfert réciproque. VASCOR et le régime de pension des enseignants ont plusieurs ententes de transfert réciproque avec plusieurs juridictions. Alors, je demanderai à la personne qui pose la question de référer au livret des membres ou appeler l'équipe des services aux membres pour avoir les ententes de services de réciproque que nous avons. Merci, Sean. Et juste un rappel, les équipes de services, ils ont de l'information à vous donner là-dessus. Une autre question pour Larry. Quel est le numéro magique d'avoir la pleine pension avec les années de service et l'index? Et si le numéro magique. Quel est le numéro magique pour avoir la pleine pension, âge plus année de service, avec la pension actuelle? Comment est calculée la déduction lorsqu'on n'atteint pas ce numéro magique? On parlait d'une pleine pension. Lorsque ce régime de pension avait un plafonnement sur les services à un moment donné, le régime, vous ne pouviez accumuler un maximum de 35 années de service de droit à pension pour le calcul des prestations. Et on a référé à cela comme étant une pleine pension. L'auteur de la question réfère peut-être maintenant parce que ce plafonnement a été enlevé et il réfère probablement à quand est-ce que quelqu'un atteindrait une pension non réduite. Une pension non réduite, si vous avez un âge service index de 91, à ce moment-là, combinaison de l'âge plus le total des services, une personne reçoit tout ce qu'ils ont gagné. Jusqu'à ce point-là, il n'y a rien qui est retenu, ce qu'on appelait une réduction pour l'âge de 62 avec un minimum de 20 ans de service. Ces 2 points seraient des pensions non réduites. Merci, Larry. Une question qui est arrivée ce soir dans le chat. Au-dessus de 150 un employé doit réduire les contributions par 3 de salaire, 1,5 chacun. Au lieu de perdre la contribution de l'employeur, ce serait bien de continuer toutes les contributions jusqu'à 120 et ensuite à regarder à augmenter les traitements. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait prendre en considération? Est-ce qu'on prévoit quelque chose comme ça? Je peux certainement essayer de répondre à celle-là. Il y a beaucoup de possibilités en termes de comment les régimes sont structurés et qui bénéficient dans les réductions de cotisation versus augmenter les prestations. Ce sont des arguments qui ont été argumentés en 2014 alors que le régime a été réformé et créé et fut décidé par les partis que lorsque le régime atteint 115 que la réduction de cotisation s'appliquerait. Et à 120, c'est le point où les
prestations pourraient être augmentées à ce moment-là. Et les fiduciaires ont fait une recommandation au parti, à savoir quel traitement qu'ils voudraient voir augmenter à ce moment-là, basé sur les préoccupations à ce moment-là. La politique de financement ou de capitalisation a une réduction des contributions à 115 pour les deux, une potentielle d'augmentation des traitements, des prestations, s'il y a une augmentation à plus de 120 %. Il y a eu des changements de proposés aux parties en cause comme partie de l'exercice lorsqu'on s'est penché sur le rattrapage dont Larry parlait plus tôt, de mettre en œuvre un rattrapage où on a joué avec ces seuils-là. Ça peut être fait, mais ça exigerait une participation et une entente de toutes les parties en cause. Mais la réduction dans les cotisations arrivent d'abord, puis les augmentations dans les traitements ou les prestations, ce serait après 120. Merci. J'ajouterais simplement, lorsque l'entente fut faite en 2014, les parties étaient très spécifiques quant aux étapes que les fiduciaires doivent prendre si le régime tombait dans la zone rouge que Yves vous a montré dans sa présentation où les niveaux de financement devaient être ramenés. Ou si ça dépassait 115 et qu'il y avait des fonds excédentaires, afin de changer ces étapes, les parties devraient s'entendre. C'est ce que Yves vient de vous énumérer pour nous. Merci Larry, merci à vous deux pour ces réponses. Une autre question qu'on a reçue en ligne, il y a quelques autres en ligne. Est-ce que vous considérez seulement que l'indice au coût de la vie pour les cotisations ou les traitements? Ça permet une mesure sur un panier de biens qui ne capte pas les différences pour les enseignants. Le coût de la vie pour ces enseignants a augmenté de plus de 40 alors que le chiffre d'indice du coût de la vie est plus bas. Est-ce que ça va permettre aux retraités d'avoir une bonne vie et non pas un déclin graduel? Oui, ça, c'est une très bonne question, Lise. Et d'après de notre audience, il y a différentes mesures qu'on aimerait bien pouvoir utiliser pour déterminer des augmentations aux retraités et des augmentations pour les membres actifs. Mais au Canada, on a quelque chose comme la loi sur l'impôt sur le revenu qui limite notre habileté à faire ce qui serait le plus approprié. Parce que la loi sur l'impôt sur le revenu limite les augmentations que les retraités reçoivent à l'augmentation du coût de la vie. Les régimes de pension au Canada qui offrent l'indexation sont limités à l'indice du coût de la vie en termes de ce qu'ils utilisent pour fournir l'indexation à leurs membres. Donc, beaucoup de régimes de pension n'ont pas de COLA du tout. Et il y en a qui n'ont pas le choix, ils doivent vivre avec ça et le limiter aux indices du coût de la vie. Alors, nous sommes pris au Canada dans cette réalité, cette exigence de la loi sur l'impôt sur le revenu. C'est limité à ça. Merci Yves. Dernière question pour ce soir. Dernière question pour ce soir. Est-ce possible pour les enseignants actifs et retraités d'avoir accès à la liste des sociétés d'investissement de Vascor? Est-ce qu'on peut participer aux investissements? Je signalerai que le groupe a notre rapport annuel qui donne la liste qui est disponible sur le site web. Ça a beaucoup de détails dans les placements et les corridors de placement comme chez Vescore. Et si le membre a une question spécifique également, on serait heureux de vous signaler ce membre à un bon endroit sur le site web ou à d'autres où il pourrait y avoir de l'information additionnelle. Alors, on peut avoir cette conversation avec les membres sans aucun doute et avec plaisir. Merci.
Nous allons maintenant conclure notre période des questions. I think we've answered all the questions that we've received. Merci beaucoup. Si nous n'avons pas pu répondre à votre question ou que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous envoyer des courriels par l'entremise du site Web. Alors, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les jours à venir. La parole est à nouveau à toi, Larry. Ceci termine la réunion enregistrement pour disponible sur ce le site web. soir. L'enregistrement sera disponible sur notre site web dans les jours qui viennent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Au nom de mes collègues et Merci de vous joindre nous ce soir pour la troisième session de formation. Bonne soirée.